Le 15 septembre 2022, Ethereum est passé d'un consensus de Proof of Work à un modèle de Proof of Stake. Autrement dit, le consensus ne repose plus sur des machines qui font des calculs pour sécuriser la blockchain, mais sur du capital. Pour devenir validateur sur Ethereum, il faut staker un minimum de 32 Ethers, ce qui nous donne pas loin de 95 000 $ au prix actuel. Ethereum est la blockchain la plus utilisée dans le monde, donc le fait de trouver assez de validateurs et de capital pour sécuriser la chaîne, c'est pas vraiment un problème, même si ça coûte une blinde. À l'heure actuelle, on n'a pas loin de 30,5 millions d'Ethers qui sont stakés, ce qui fait plus ou moins 91 milliards de dollars qui servent à la sécurisation d'Ethereum. Seulement, on a quand même un petit problème. Ethereum n'est pas la seule chaîne en Proof of Stake qui a besoin de capital pour son consensus. C'est facile quand on s'appelle Ethereum, mais beaucoup de blockchains plus petites galèrent à trouver assez de validateurs pour sécuriser leur blockchain et sont obligés de proposer des rendements indécents pour attirer du monde, indécents et souvent non viable. Et sur ce constat, il y a des mecs qui se sont dit que c'était quand même dommage qu'autant de capital soit bloqué et inutilisable sur Ethereum, alors qu'on pourrait potentiellement l'utiliser pour sécuriser aussi d'autres blockchains et augmenter en même temps les revenus des stakers. Donc vous l'avez vu les gars, la casquette est à l'envers, c'est l'heure de parler tech, on va voir ce qu'est Eigenlayer, comment ça fonctionne et les avantages et les risques que le projet amène avec lui. Eigenlayer se décrit comme une marketplace pour de la confiance décentralisée. Littéralement, c'est les mots du développeur, ils permettent de vendre de la confiance. Mais avant de comprendre ce qu'est exactement Eigenlayer, il faut comprendre comment fonctionne le staking sur Ethereum. On l'a vu avant, pour devenir validateur Ethereum, il faut staker un minimum de 32 Ethers. Ok. Le problème, c'est que je connais pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à mettre 95K d'Ethers en staking. C'est pour cette raison qu'on a des projets comme Lido ou Rocket Pool qui permettent de déléguer ces Ethers pour toucher un rendement dessus. Ils vont prendre les Ethers de différentes personnes, ils vont les regrouper par paquet de 32 et ils vont créer des validateurs. C'est ce qu'on appelle le liquid staking, vous connaissez peut-être. Imaginez que vous ayez un Ether à staker. Vous allez sur Lido pour le déléguer et en retour, vous allez revoir ce qu'on appelle un ST Ether. Ce ST ETH, c'est un jeton qui prouve que vous avez staké un ETH sur la plateforme et que vous pouvez recevoir les récompenses de staking. Le nom de ce token de liquid staking que vous allez recevoir, ou LST pour Liquid Staking Token, il peut varier en fonction de la plateforme que vous utilisez. Sur Lido, c'est du STETH, sur Rocket Pool, c'est RETH, mais globalement, c'est toujours la même chose, c'est la représentation que vous avez mis vos Ethers en staking. Ok, normalement, ça s'arrête là. Vous récupérez les récompenses et quand vous voulez vendre votre ETH, vous échangez le STETH en ETH et en moyenne vous avez un APR entre 3 et 3,5% par an. Et c'est là qu'intervient Eigenlayer. Eigen permet d'utiliser des ETH natifs mais aussi des STETH, donc des tokens qui représentent la version des ETH en staking pour sécuriser d'autres blockchains et augmenter le rendement sans avoir à unstake son Ether. C'est donc un mécanisme de réutilisation d'un jeton stacké qui s'appelle le restaking. Il y a 3 manières de restake ces jetons. La première, c'est le restaking natif sur Eigenlayer. Pour cette méthode, un utilisateur il doit avoir au minimum 32 Ethers et il doit faire tourner un node sur Ethereum. C'est la méthode la plus compliquée puisqu'il faut activement entretenir le node pour éviter les risques de slashing. La deuxième méthode, c'est la plus simple, ça consiste simplement à aller staker des LST directement sur la page de Eigenlayer. Il n'y a pas de minimum d'Ether qui est requis, ça nécessite aucune connaissance technique. La troisième méthode, elle consiste à passer par des protocoles de liquid restaking comme Ether.fi. Jusqu'à maintenant, on connaissait le liquid staking. On stack un ETH sur Lido, on reçoit un STETH pour pouvoir l'utiliser dans la DeFi. Ok, le liquid restaking, c'est la même chose, mais pour les jetons qui ont été restakés. Donc si je récapitule, les utilisateurs vont restaker leur ETH sur ce protocole et recevoir un liquid restaking token en retour. C'est-à-dire qu'on rajoute un élément à la boucle. Ce token, il peut être utilisé dans la DeFi pour augmenter encore plus le rendement de ces ETH. Maintenant qu'on sait comment fonctionne le processus de restaking, on peut se pencher sur l'utilité de ce fameux mécanisme. À quoi sert concrètement le restaking? L'Ethereum Virtual Machine, elle permet à des diaps d'utiliser le consensus d'Ethereum pour augmenter leur sécurité. Le problème, c'est que on n'a pas toutes les diaps qui peuvent être déployées sur la machine virtuelle d'Ethereum. Des applications comme des bridges ou des échanges décentralisés doivent opérer comme ce qu'on appelle des Actively Validated System ou AVS en faisant tourner un full node. Donc en gros, ils doivent s'occuper eux-mêmes de la sécurisation de leur diap et ils ne peuvent pas bénéficier de celle qui est offerte normalement par Ethereum. Eigenlayer
Layer, il va jouer un rôle d'intermédiaire entre ces applications et la sécurité économique qu'apporte Ethereum en donnant la possibilité de louer, entre guillemets, ces Ethers contre une récompense. Grâce à Eigenlayer, ces applications elles peuvent bénéficier du même niveau de sécurité sans avoir à gérer elles-mêmes leur validateur, ce qui réduit considérablement les coûts et améliore la fiabilité de ces diables puisqu'elles vont être beaucoup plus sécurisées. Les petits projets qui manquent de moyens, ils peuvent donc se lancer avec une sécurité et une décentralisation adéquate. Et ça, c'est un point qui est très important parce que jusqu'à maintenant, les nouveaux projets, ils avaient un gros dilemme. D'un côté, ils avaient besoin de capital pour sécuriser leur blockchain, mais d'un autre, ils n'arrivaient pas à attirer ce capital justement parce qu'il manquait de sécurité. C'est comme si, en fait, Eigenlayer externalisait la sécurité d'Ethereum vers des protocoles qui à la base ne sont pas compatibles, ce qui permet de renforcer indirectement l'écosystème Ethereum. Je trouve ça assez fou et assez stylé, en vrai. On pourrait donc, par exemple, voir des applications qui sont construites sur Cosmos être sécurisées avec des ST-ETH à travers Eigenlayer. Mais ça va pas se limiter uniquement à l'ETH. D'autres tokens comme AAV peuvent être stakés et utilisés pour augmenter la sécurité économique d'autres blockchains. Les avantages qu'apporte la sécurité d'Ethereum ne sont donc plus réservés uniquement à ces Layer 2, mais à tous les protocoles qui ont envie d'en bénéficier, et ça, c'est une vraie avancée théorique pour l'entièreté de l'écosystème. Et vous allez voir pourquoi je dis théorique. Grâce à un concept qui s'appelle la Shared Security, la sécurité partagée, Eigenlayer va mettre fin à tous ces problèmes de fragmentation de sécurité entre les différentes blockchains, puisque tout simplement, on va pouvoir utiliser le même Ether pour sécuriser la blockchain Ethereum et pour sécuriser des diables sur la blockchain Cosmos ou sur Avalanche par exemple. Pour bien comprendre la notion de sécurité partagée que propose Eigenlayer, on va faire un petit exemple. Avant Eigen, imaginez si on avait un hacker, un petit malin qui voulait attaquer un réseau sécurisé avec 30 millions de dollars de jetons stakés. Pour prendre le contrôle, il aurait eu besoin de 30 millions de dollars. Mais Eigen permet à ce réseau de partager une pool de sécurité avec d'autres projets. Et si dans cette pool, par exemple, il y a 100 réseaux qui ont chacun 30 millions de dollars, alors la pool, elle va plus peser 30 millions de dollars et il va plus y avoir 100 pools de 30 millions de dollars, mais il va y en avoir une seule qui pèsera 3 milliards de dollars, c'est-à-dire 30 millions x 100. Le coût pour attaquer ces réseaux, il est donc beaucoup plus grand et ça devient beaucoup plus compliqué d'en prendre le contrôle. Si vous comprenez le principe des pools de liquidité sur des protocoles DeFi, là c'est la même chose mais avec les Ethers qui sont utilisés pour le staking. L'avantage pour les restakers, c'est qu'ils touchent à la fois les récompenses de staking de leur Ether, mais aussi une partie des récompenses payées par les AVS, les applications qui bénéficient des Ethers en location pour leur propre sécu. Évidemment, cette augmentation du yield, elle vient avec son lot de risques. En restakant, les stakers acceptent le nouveau risque de slashing. Vous connaissez peut-être le mécanisme de slashing d'Ethereum qui est le fait de confisquer une partie des Ethers qui ont été mis en caution par le validateur dans le cas où ils n'auraient pas eu un comportement approprié, c'est-à-dire s'ils valident les mauvaises transactions, s'ils ont des mauvais comportements pour le réseau. Le restacking, il va donc donner le droit à Eigenlayer d'imposer des règles de slashing supplémentaires. Ces règles, elles peuvent varier d'un AVS à un autre, c'est au validateur de choisir auquel il veut déléguer ses jetons. Maintenant qu'on sait ce qu'est Eigenlayer, on peut se pencher un petit peu plus sur les cas d'utilisation concrets. EigenDA, c'est le premier AVS à être lancé sur Eigenlayer. C'est un service de data availability sécurisé à haut débit et décentralisé, construit sur Ethereum et qui fonctionne grâce au restaking de Eigenlayer. Aujourd'hui, on a beaucoup de Layer 2 qui utilisent Ethereum comme couche de données en raison de la sécurité qu'elle leur apporte. Le problème, c'est que, du coup, si tout le monde l'utilise, ça va entraîner des coûts qui sont élevés et qui sont très variables, puisque ces Layer 2 sont en concurrence avec tous les autres utilisateurs d'Ethereum pour avoir accès à ce fameux espace de bloc qui est si rare. L'une des principales propositions de valeur de EigenDA, c'est de réduire considérablement ses coûts et de donner aux rollups une plus grande prévisibilité dans la structure de leurs coûts. Les restakers, ils vont pouvoir déléguer leurs jetons aux opérateurs de nœuds qui effectuent des tâches de validation pour EigenDA, et les rollups, ils vont pouvoir stocker des données sur EigenDA afin d'avoir des coûts de transaction qui sont plus faibles et un débit qui va être, lui, plus élevé. Les données vont être fragmentées et réparties sur plusieurs nœuds du réseau. C'est un petit peu dans la même tranche que ce que propose Celestia dans l'idée. Ce mécanisme, il permet de garantir leur disponibilité même en cas de défaillance d'un nœud spécifique. Les utilisateurs peuvent accéder aux données de manière transparente et fiable sans avoir à craindre une seule source de défaillance ou de censure. Un autre point qui est très important, c'est que la fragmentation et la décentralisation des données sur plusieurs nœuds, elle permet d'assurer la confidentialité de ces datas. Une entreprise qui veut stocker des données sensibles de
manière décentralisée pourra donc le faire sans aucun problème. En plus de ça, EigenDA, c'est un protocole qui est conçu de sorte que plus il y a d'opérateurs sur le réseau, plus le débit de ce réseau augmente. C'est un mécanisme qui est hyper intéressant et du coup ça ouvre la voie à des applications qui sont gourmandes en bande passante, comme par exemple les jeux en ligne et la diffusion vidéo en continu sur Ethereum. Ça pourrait être fou, mais pour l'instant, vu le système et le squelette d'Ethereum, sans un mécanisme comme celui d'EigenLayer, c'est absolument impensable, ça coûterait beaucoup trop cher. À l'heure actuelle, on a plusieurs projets comme Near, Mental ou Hyperlane qui ont prévu déjà d'intégrer EigenDA. EigenLayer a choisi de se lancer en 3 phases pour permettre à tous les acteurs de l'écosystème de se familiariser avec le protocole. La première phase, elle s'est concentrée sur les stakers, elle s'est terminée en juin 2023 et le but était de faire découvrir le processus de restaking aux utilisateurs. Le nombre de LST supportés était encore petit, mais il a bien augmenté depuis avec une douzaine de LST qui sont supportés actuellement. La deuxième phase, c'est celle dans laquelle on est actuellement. Elle est faite pour permettre aux utilisateurs de commencer à valider les premiers AVS du réseau et aux développeurs de Rollup d'intégrer EigenDA comme couche de data availability sur leur Rollup. La troisième et dernière étape, elle arrivera en milieu d'année et elle se concentrera sur l'onboarding de nouveaux AVS pour développer le réseau. Donc ça va être un petit peu l'étape d'adoption entre guillemets des nouvelles applications. Ces phases, elles sont la raison pour laquelle le projet a mis en place des limites de dépôt d'Ether pour éviter une croissance trop rapide. On peut le voir sur le graphique de la TVL, vous voyez que ça fait une sorte d'escalier, tout simplement parce que à chaque fois qu'ils mettent une nouvelle limite, elle est explosée en très peu de temps, tellement les gens ont envie d'utiliser le protocole. La seule fois où Eigen a levé ses restrictions, c'était entre le 5 et le 9 février, et vous voyez que la TVL est passée de 2 milliards à 6 milliards de dollars. C'est plutôt bon signe, ça montre que le projet est très attendu. Mais il faut aussi garder en tête que c'est peut-être en partie dû au potentiel airdrop à venir. EigenLayer a mis en place un système de points qui mesure les contributions qui sont faites sur le protocole. Historiquement, vous savez peut-être que les volumes et la TVL augmente très souvent quand il y a un potentiel airdrop qui est prévu parce que les gens veulent utiliser le réseau et dire au réseau regarde comment j'ai utilisé, donne-moi des tokens maintenant. Il faudra voir comment la TVL évolue après le lancement du token, ça c'est ce qui est vraiment représentatif. Un point important à aborder quand on parle de EigenLayer, c'est les différents risques que le restaking peut représenter. Parce que quand j'ai parlé de ce système de ok, on peut staker, on peut avoir une représentation du token staké et on peut staker cette représentation, il y en a qui ont peut-être grincé des dents et qui ont pensé à certains mécanismes et certaines dérives qui sont pas super sympas. Perso, ça me rappelle un petit peu les subprimes de 2008. Si on fait une énorme discrétion, ça n'a rien à voir, mais le mécanisme est un petit peu similaire dans l'idée. Le premier risque qu'on a déjà abordé, c'est le slashing des fonds. Le restaking, il va augmenter le risque de se faire slasher. Les AVS, ils peuvent mettre en place des règles de slashing supplémentaires. Pour éviter ça, il y a un mécanisme de délégation sécurisé qui a été mis en place qui permet aux détenteurs de jetons de déléguer leurs droits stacking à des validateurs de confiance. Mais même si le validateur se comporte correctement, il peut y avoir un risque de slashing involontaire qui peut arriver si un AVS est créé avec une erreur de programmation par exemple. Pour lutter contre ça, EigenLayer a mis en place des audits de sécurité, en plus d'un système de veto en cas de slashing. Pour l'instant, ce droit de veto il est donné à des membres réputés de la communauté EigenLayer et Ethereum, ce qui pose un gros problème au niveau de la centralisation de la décision, mais à l'avenir, ce droit devrait être transféré à une DAO. Au-delà du risque de slashing, le restaking fait quand même douter beaucoup de monde. Vitalik Buterin lui-même, le créateur d'Ethereum, a même écrit 2 articles à ce sujet. Dans ces articles, il cite plusieurs risques pour le réseau Ethereum. L'une de ses grosses préoccupations, c'est par rapport au risque de surcharge du mécanisme de consensus social d'Ethereum en l'utilisant pour des applications externes à Ethereum, ce qui risque de diviser la communauté et de mener à des potentiels hard forks. En plus, le truc c'est que les protocoles de restaking, ils ajoutent des responsabilités supplémentaires aux validateurs qui peuvent augmenter la complexité et les risques associés à l'exécution d'un validateur. Ça peut devenir beaucoup plus dur d'être un validateur propre. Cette augmentation de la complexité, elle pourrait nuire à la sécurité et à la décentralisation d'Ethereum. Selon lui, il y a aussi un risque de centralisation du pouvoir et de l'influence au sein de l'écosystème Ethereum, ce qui pourrait compromettre la philosophie décentralisée du réseau. Mais au-delà du risque au niveau du consensus d'Ethereum, la mauvaise utilisation du restaking, elle peut aussi avoir des risques vraiment systémiques pour l'écosystème. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Il faut pas oublier que à chaque fois qu'un jeton est staké ou restaké, du coup, le risque de le perdre augmente. En restakant, on empile les couches de risque. Et le problème ne vient pas vraiment de EigenLayer en soi, mais de l'utilisation qui peut être faite des liquid restaking tokens. Déjà, maintenant, on voit des projets qui veulent permettre
permettre l'utilisation des LRT comme collatéral, par exemple pour le peg d'un stablecoin, ou pour des prêts sur la DeFi. Ça entraînerait des sortes de boucles de yield et créer un effet de levier qui pourrait vraiment devenir très dangereux en cas de problème systémique. Pour éviter ces problèmes, Vitalik a proposé quelques règles qui devraient être respectées pour éviter des problèmes dans le futur. Et c'est intéressant de noter que Sriram Kannan, le cofondateur de Eigenlayer, a approuvé ces règles. En fait, le mécanisme de restaking, et plus particulièrement Eigenlayer, c'est des mécanismes qui sont très intéressants pour régler les problématiques liées à la sécurisation des blockchains. Mais il va quand même falloir surveiller de très près comment ça évolue parce qu'il y a quand même encore pas mal de zones d'ombre. Par exemple, on peut se demander quel impact ça peut avoir sur le jeton des protocoles qui utilisent la sécurité de Eigenlayer. Si par exemple les utilisateurs utilisent des ETH pour la sécurisation et plus le jeton natif du projet, et bien les jetons avec peu d'utilité ou seulement les utilités de sécurisation du projet vont sûrement être impactés, même si Eigenlayer propose une sorte de système de dual stacking où tu peux staker un petit peu des deux, mais bon. On peut aussi se demander quel impact ça aura sur le prix de l'Ether. Historiquement, Ethereum a un taux de jetons stakés qui est assez faible par rapport à d'autres jetons de Layer 1. Mais le restaking rend les yields beaucoup plus intéressants et pourrait mener à un plus grand pourcentage de jetons bloqués, et donc à une supply réduite. Il faut également garder à l'esprit que le restaking existe sur d'autres blockchains. On a par exemple Picasso sur Solana, Cosmos Mesh Security pour Cosmos, et même Babylon pour Bitcoin. Le restaking se développe de plus en plus et je pense qu'il est là pour rester. C'est un mécanisme qui peut être inquiétant et qui va devoir être utilisé avec beaucoup de prudence selon moi. C'était la présentation de Eigenlayer, j'espère que ça vous a plu. Si vous en avez envie, vous pouvez aimer et vous abonner pour soutenir mon travail, c'est le meilleur retour que vous pouvez me faire les gars. En plus de laisser un petit commentaire, ça vous fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, c'était Iril, ciao les gars.